France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Jean-Louis Etienne, votre livre s'appelle donc « Persévérer ». Vous racontez au travers de vos expéditions que finalement c'est le mot qui vous a le plus servi pour accomplir tout ce que vous avez accompli. Oui, c'est le résumé en fait d'une... Je fais beaucoup de conférences, j'en ai fait beaucoup de conférences. Et toujours on me demandait, est-ce que vous avez un message ? Donc je me gratte la tête, est-ce que j'ai un message ? Et effectivement, si je regarde un peu mon parcours, c'est ce qui est en trame, la persévérance en fait. Persévérance parce que c'est ce qui vous fait clôturer des projets qui vous ont porté à un moment donné, qui vous fait qu'on réussit quelque chose qui vous a, auquel vous tenez. Et c'est important parce que si on abandonne, si on ne persévère pas, c'est-à-dire si on s'arrête un peu au milieu, ça s'appelle une frustration. On se rend compte de temps en temps, on n'a pas été au bout de quelque chose, on aurait aimé. Et comme dans la vie, on progresse par seuil, c'est important de passer ces seuils. Donc la persévérance est un moyen, quoi. Quels sont les seuils que vous devez passer aujourd'hui, Jean-Louis Etienne ? Alors, dans tout projet, si vous voulez, il y a... D'abord, un projet, ça commence avec un rêve. Quelque chose, vous voyez, on a tous connu ça. À un moment donné, on a dit, bon sang, ça, c'est vraiment le truc que j'aimerais faire, ça me correspond, etc. Et donc, dans le premier temps, vous découvrez un univers, ça s'enrichit, donc vous rencontrez des personnes, et puis on se rend compte que pour aller plus loin, il faut travailler, il y a de la concurrence, on n'est pas tout seul, et c'est là qu'il faut tenir. Alors dans tout projet, pour répondre à votre question, il y a une part technique, une part logistique, une part scientifique, une part pédagogique, et puis une grosse part financière. Et ça, c'est la partie, dans tout projet, quel qu'il soit, tout le monde... Le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, même les chercheurs dans leur laboratoire cherchent toujours des moyens. Et ça, c'est une partie qui est difficile, qui est assez ingrate, mais avec l'expérience aujourd'hui, je me rends compte que ça fait partie du projet. Ça fait partie du projet. Oui, c'est-à-dire qu'on imagine que quand on est un grand explorateur, ce qui vous passionne, c'est évidemment l'exploration. C'est pas l'exploration des banques et les rendez-vous avec les banquiers. C'est une petite part. Voilà, il faut accepter que ce soit une part à part entière. C'est une part à part entière. Et voyez, et en fait, c'est là qu'on exerce sa persévérance, parce que les résultats sont souvent négatifs, si vous voulez, ou mitigés, ou sans absence de résultats. Et c'est le seuil que vous devez passer aujourd'hui, Jean-Louis Etienne, ça ? J'ai déjà franchi quelques seuils, si vous voulez. Donc, on approche de la réalisation maintenant. Réalisation de quoi vous allez aller Réalisation d'un projet, c'est très spécial, ça s'appelle Polarpod, c'est un navire vertical. Vous voyez, un navire vertical pour aller étudier l'océan austral. L'océan austral, c'est l'océan qui entoure l'Antarctique, dont les marins nous parlent tous les 4 ans, les 50e hurlants, les 40e rugissants. C'est un océan qui fait le tour du monde, qui fait le tour du continent antarctique, et qui est loin, vraiment loin, qui est mal connu. On a beaucoup d'informations, mais on a toujours besoin. Les publications se terminent toujours. On a besoin. Pourquoi un bateau vertical ? Alors, j'allais poser la question. J'y arrive. Donc, vous avez entendu parler, c'est les 50e hurlants. Oui. Et en fait, ce sont des vents, c'est ça, les 50e hurlants ? Oui. Et donc, les 50e hurlants soulèvent une mer hurlante. Ouais. Vous voyez des vagues à la hauteur de ce que c'est. Et en fait, un bateau, il est posé sur ce qu'on appelle la zone de conflit, c'est-à-dire là où le vent et la mer se rencontrent, ça crée des vagues, d'une manière générale. Et donc, les bateaux sont posés sur la mer, à la surface, et donc sont agités par... Voilà. Et donc, si on veut échapper à ce mouvement des vagues, il faut avoir un bateau qui est vertical, c'est un grand tube que je suis en train de construire, qui fait 80 mètres de profondeur, et donc qui va être pris dans une mer beaucoup plus immobile que la mer de surface qui est ballottée par les vagues. Mais c'est un semi-sous-marin alors ? Oui, en quelque sorte, mais il y a quand même une partie émergée. Un peu comme un iceberg finalement. C'est sur le principe de l'iceberg, vous avez raison. Et donc, une fois qu'il est bien planté dans l'eau comme ça, on ne peut pas tellement le déplacer. Et donc, l'originalité, c'est qu'on l'amène à l'horizontale, vous voyez ? Et puis, ça fait 120 mètres de long quand même. C'est un gros truc, quoi. Au-dessus des vagues, à ce moment-là, au-dessus de la mer. Il est sur la mer. Il flotte, on le tire, si vous voulez. Et à un moment donné, on arrive sur zone, on remplit des ballasts, des tubes. Il bascule et il part dans sa position de travail qui est... Et là, tout tombe à l'intérieur, en fait. Alors non, il n'y a qu'un truc qui tourne, c'est un groupe électrogène spécial qu'on a. Mais pour faire une parenthèse, il existe un navire américain comme ça qui a été construit dans les années 60. C'est un navire espion qui a écouté les sous-marins dans le Pacifique. Et donc, parce qu'à 80 mètres sous l'eau... c'est de ça que vous vous êtes inspiré ? Oui, à 80 mètres sous l'eau, vous avez le silence, donc on peut écouter. Et en fait, ce navire-là, tout bascule à l'intérieur. Ils ont fait tout qui bascule parce que c'était des sous-mariniers qui partaient. Donc ils partaient à l'horizontale. Puis le bateau bascule et on voit sur les images, il y a tout qui bascule, la cuisine, les toilettes, les douches, les bannettes. Nous, non. Vous, ça bascule pas. On y va à l'horizontale et puis après, on montera à bord au moment où on bascule. Ouais. Et comment ça se passe pour les toilettes justement, parce que... Mais les toilettes, ça se passe pareil. Mais tout est en vertical, en fait. On n'habite pas. Ils vont aller dans un bateau jusqu'au
truc et qui va D'accord. devenir vertical, et ils rentreront quand ce sera en vertical. Donc Oui, les toilettes, ouais. elles seront en vertical. Elles seront verticales. Il faut se retenir quand ça passe à l'horizontale. Mais non, on t'explique que ça ne passe pas l'horizontal. Donc ça s'appelle, on l'appelle un navire vertical. Et le Voilà. projet s'appelle Et ça, Polar Pod. c'est le financement de ça que vous êtes sur le point de boucler. Oui, oui, c'est oui, combien? oui. La construction est estimée à 10 millions d'euros. Et ensuite, c'est une exploitation qui est autour de 2 millions d'euros par an. Et d'après les simulations qui ont été faites par Mercator et Météo France, ça devrait durer 3 ans le tour. Parce qu'en fait, on se déplace avec le courant. On est pratiquement zéro émission. D'accord. Et on a 4 éoliennes qui vont nous fournir l'électricité. Donc c'est un navire très, très écologique. Il y a 7 personnes à bord, 3 marins et 4 ingénieurs ou chercheurs qui font de la mesure, donc pour les chercheurs qui sont à terre. Les chercheurs sont à terre, et en mer, ce sont les gens qui font de l'acquisition de données, exactement comme la station spatiale qui tourne autour de la ça. Terre, qui D'ailleurs, fait des mesures. votre navire vertical, là, on pense quand même un peu à un ovni ou un... Oui, ça c'est OVNI, vous avez raison, c'est un navire très spécial. Je rappelle votre carrière, Jean-Louis Etienne. Enfin, quelques points. Vous avez été le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire en tirant vous-même un traîneau pendant 63 jours. Vous avez fait la plus longue traversée de l'Antarctique jamais réalisée, 6300 km, et la première traversée de l'océan Arctique en ballon. Donc vous aimez bien aussi les expériences sur des ovnis, justement, enfin sur des ustensiles un peu En fait, atypiques. j'aime me déplacer à la vitesse des éléments. Mm. Vous voyez, donc j'ai jamais cherché la vitesse. Effectivement, j'ai traversé l'Antarctique. L'Antarctique, c'est le continent du pôle Sud, avec des chiens. Là, on était en expédition internationale, une fantastique école de relations internationales. On était un Russe qui était encore soviétique, un Américain, un Chinois de Chine populaire, un Japonais, un Anglais et moi. Et on a mis 7 mois tous ensemble avec des chiens, 3 attelages de chiens pour traverser tout ça. Un ballon aussi, ça c'est l'océan Arctique, c'est-à-dire le nord. Et puis j'ai eu un bateau qui s'appelait Antarctica, qui s'appelle Tara aujourd'hui, avec lequel j'ai fait beaucoup de missions. Donc en fait, il y a très longtemps que je fais des expéditions. Et ça, ce sont les principales que vous avez évoquées. Vous avez rallié le pôle Nord à pied, fait l'ascension du volcan Erebus en Antarctique, survolé l'océan Arctique en ballon. Il faut quoi? Il faut du courage, de l'audace, de la folie Il faut avoir beaucoup envie. Ouais. Et des gros pulls peut-être aussi. Et se couvrir. Gros pull. Oui, mais tous ces projets, en fait, ils ont grandi petit à petit. Quand on fait la liste comme ça, abrupte, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va foutre ce mec là-bas? Et en fait, c'est un peu toute ma vie, vous voyez. J'ai une vie, un parcours assez sinueux pour arriver à ce que j'avais envie de faire. J'aimais cette notion Ce d'exploration. que vous aviez envie de faire depuis toujours. Hein. Oui. À l'âge de 8 ans, vous étiez parti déjà en expédition à l'autre bout du jardin. Oui, c'est ça. Maison, sous C'est une ça, tente. je suis né à la campagne, dans Ouais. un village de 800 habitants, et derrière la maison, on avait le jardin. Enfin, il y avait des champs. Il y avait des champs. Et on avait une voisine qui voyageait un peu, qui avait une tente canadienne. À l'époque, elles étaient orange, comme ça. Là. Elle nous l'a prêté. Donc, j'ai dormi au fond du jardin à 8 ans. J'ai eu le sentiment de faire une grande expédition. C'était le C'est pour début. ça que vous parlez un peu comme Francis Cabrel. Vous étiez dans la cabane au fond du jardin. C'est un peu... Les expéditions, ça vous a appris surtout qu'on repousse ses limites, enfin, ou qu'on On les les découvre. plutôt que de les repousser. Ouais. C'est le sous-titre de votre livre d'ailleurs. Il paraît que vous auriez aimé explorer l'espace. Alors, j'ai été candidat. La première fois qu'on a fait appel à des civils, donc, parce qu'en général, c'était des pilotes de chasse, si vous voulez. Et donc, j'ai posé ma candidature. Et donc, je n'ai pas été retenu. Et quelques années après, j'ai rencontré le directeur du Centre d'études spatiales du CNES, qui était à la retraite. Et il m'a dit, bon, je peux vous en parler. On en a pris 8, vous étiez le numéro 9. Donc, je suis passé, olé, là, ouais, ça a c'est failli. dommage. Claudie Agnoret faisait partie de cette Ouais. sélection. Elle était donc, dans les 8. elle était dans les 8, elle devait être bien placée aussi. Et alors j'avais fait valoir un truc, c'est que je disais, pour aller dans l'espace, moi je dis, je suis un super campeur. Moi je m'accommode à toutes les situations compliquées. Je suis bricoleur parce que ma première formation, moi je suis tourneur-fraiseur au départ. Vous voyez, avant de faire médecine, j'ai fait une formation de tourneur-fraiseur. Donc je suis bricoleur parce qu'en fait, les gens qui sont dans l'espace, ils ne répètent que les manips qu'on a fait à terre pendant longtemps. Oui. Et donc, il faut être manuel, il faut être, se débrouiller à toutes les situations. Et donc, j'avais fait valoir ça, mais il m'a manqué une chose. Il m'a manqué une chose que je n'avais jamais fait de publication scientifique. Et ça, c'était le passage obligé. Rédhibitoire. Donc, vous n'êtes pas allé dans l'espace. Le passage obligé, donc je ne suis pas allé. Mais ça ne veut pas Jean-Louis dire que Etienne. j'aurais volé. Ouais. Jean-Louis Etienne, qui est votre invité aujourd'hui pour son livre Persévérer. On se retrouve dans un instant. Et surtout, dans un instant, c'est Thierry Garcia avec Allô les stars. France Bleu.